Donc en effet, je suis Patrice Tribault, je suis conservateur du patrimoine pour les archives de l'État. Et je suis le responsable du service historique de la Défense à Toulon. Donc j'ai choisi de vous présenter, donc, dans un premier temps, le service historique de la Défense dans ses grandes missions et ses différentes qualités. Et puis ensuite, je zoomerai sur les sources généalogiques, très abondantes, très riches, conservées au service historique de la Défense, dans les échelons, on va dire, des régions, mais également en administration centrale, notamment à Vincennes. Et je terminerai sur les projets actuels qui peuvent vous concerner de près ou de loin, ainsi que votre lectorat. Donc le service historique de la Défense est le service d'archives et de bibliothèque du ministère des Armées. Donc c'est le lieu de conservation des archives des départements ministériels, de l'ensemble des secrétariats d'État aux militaires et aux armées, donc depuis l'Ancien Régime. Et ce service est dépositaire donc, de ressources extrêmement riches qui font du service historique de la Défense le service d'archives le plus doté en volume de patrimoine archivistique conservé en France, loin devant les archives nationales, loin devant les archives diplomatiques. Effectivement, il y a là une masse documentaire, patrimoniale, archivistique, du patrimoine de tradition et de la symbolique qui s'est cumulé les siècles durant et qui s'est répartie au fil de l'histoire administrative du service sur un ensemble de sites qui maillent l'ensemble du territoire national. Et ça, c'est une des particularités de notre service. Donc ces ressources sont très variées. Donc c'est 450 km linéaires d'archives, ce qui est tout à fait considérable. Pour vous donner un ordre de grandeur, les archives nationales, c'est environ 330 km linéaires d'archives. Donc c'est près de 20 millions de photographies aujourd'hui, 50 000 cartes des plans, des documents de grande valeur, des documents de la petite histoire, de moindre valeur, mais tout aussi intéressants pour la communauté des historiens. Donc le service historique de la Défense est un service à compétence nationale. Donc son cadre juridique lui permet d'exécuter une mission de service public pour le compte du pouvoir exécutif, par la délégation du pouvoir exécutif. Et donc nous avons une mission de collecte, de conservation des archives produites par le ministère des Armées et ses administrations antérieures. Donc le service historique de la Défense, et c'est important de le préciser, est de création récente dans sa structure, dans son dimensionnement juridique. Il a été créé donc, par un décret présidentiel de 2005, et ce décret présidentiel, ce décret du président de la République, a permis de regrouper sous une même appellation, dans une même entité, l'ensemble des services historiques, alors épars, et qui étaient compétents, chacun en ce qui les concerne, pour les différentes armées. Donc le service historique de l'armée de terre pour l'armée de terre, le service historique de la marine pour la marine, la royale puis la marine nationale, le service des archives de la gendarmerie nationale, etc. Et donc le regroupement de ces sites a donné naissance à un service à compétence nationale avec effectivement des différences de culture interne, des différences en termes de dotation, et des différences en termes de développement aussi informatique, avec des niveaux de transition numérique, et on sait à quel point le numérique est important pour la généalogie, donc avec des niveaux de transition numérique bien différents selon les sites et selon les législations d'archives. Aujourd'hui, le service historique de la Défense se compose de 4 centres. Donc, le centre historique des archives, qu'on appelle le CHA en interne, et il est ici à Vincennes. Le centre du réseau territorial, avec une très forte dominante marine, qui se compose de 5 sites qui correspondent aux 5 grands ports arsenaux de France, donc Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon. Ainsi que Caen et Le Blanc, avec Caen, le centre des archives
des victimes de guerre et des conflits contemporains, et le blanc pour le service des archives de la gendarmerie nationale. Un autre centre dépend du service historique de la Défense, c'est le centre des archives de l'armement et du personnel civil, extrêmement important pour la connaissance des systèmes d'armes, de l'ensemble des armes utilisées par les armées françaises depuis l'Ancien Régime. Le centre des archives de l'armement et du personnel civil conserve à peu près 130 km linéaires d'archives. Donc on y réalise un archivage de type industriel avec un balai de Fenwick qui archive sur des rayonnages de grande hauteur les archives, la documentation, notamment produite par la Direction générale de l'armement. Et enfin, le centre des archives du personnel militaire à Pau, qui est l'ancien BECAM du ministère de la Défense. Et ce centre des archives du personnel militaire est implanté à Pau. Donc le centre des archives du personnel militaire, je suppose que certains d'entre vous le connaissent déjà, puisqu'il est le lieu de conservation des dossiers de personnel militaire non officier, pour être très schématique, non officier dans ses grandes largeurs. Et c'est un gisement d'archives extrêmement important, 120 km linéaires d'archives, des dizaines de milliers de demandes de recherche qui sont orientées vers le centre des archives du personnel militaire de Pau, et près de 100 agents exercent leurs fonctions dans ce qui est l'un des plus grands bâtiments militaires de France, que vous voyez ici en bas à droite, qui est la caserne Bernadotte, qui a été construite par Napoléon et qui est aujourd'hui, par sa dimension, près de 450 mètres de long, le plus grand bâtiment militaire de France. Au-dessus, une photo du centre des archives de l'armement et du personnel civil, donc installé à Châtellerault. C'est l'ancienne Manu, ce qu'on appelait la Manu, c'est la manufacture d'armes de Châtellerault, voilà, qui a été en partie classée monument historique, qui a été réhabilitée et qui abrite aujourd'hui des gisements d'archives, notamment en lien avec les armes françaises. Donc le centre du réseau territorial, qui nous concerne davantage aujourd'hui, puisque je représente l'échelon de Toulon. Donc il est installé dans les grands ports arsenaux, ce qu'on appelle les grands ports arsenaux de France. C'est les grands ports militaires par tradition. Donc de haut en bas, ou du nord au sud, on y trouve Cherbourg, donc installé dans la caserne de l'abbaye. On y trouve Brest, bien sûr, dans l'immeuble Surcouf. On y trouve Lorient. On y trouve Cherbourg, donc 4 sites pour la façade atlantique, 4 antennes avec une forte dominante marine, des archives essentiellement ayant trait à la marine, versées par la marine nationale, et puis un site pour Toulon, que je n'ai pas représenté ici, mais que vous verrez plus tard. Donc le service historique de la Défense à Toulon est installé dans un bâtiment prestigieux, puisqu'il s'agit de la Grande Corderie Royale de Toulon, donc construite par Louis XIV pour doter la France d'une grande marine de guerre. Donc ce bâtiment a été réalisé d'après les plans de Vauban et il a été mis en service à la fin des années 1680. Vauban étant lui-même venu à Toulon constater la fin des travaux. Et ce bâtiment est aussi connu pour les bagnards qu'il a abrités en son sein durant des décennies, presque 2 siècles. Et c'est un bâtiment évidemment très prestigieux qui n'a jamais cessé d'être utilisé par la marine. Donc collecter, conserver, communiquer, valoriser, c'est effectivement les missions des services d'archives publiques, celles qui s'attachent au service historique de la Défense, dans tous ces sites. Donc nous collectons les archives réglementaires produites par le ministère des Armées et notamment la Marine nationale. Donc à Toulon, nous collectons près de 400 mètres linéaires chaque année d'archives traditionnelles. Donc nous collectons les archives des forces navales, mais également les archives des unités et des formations à terre, les archives produites par la Marine au Proche et au Moyen-Orient. Je pense notamment à la base navale de Camp de la Paix à Abu Dhabi,
mais également les archives produites dans les positions en océan Indien. Donc cet accroissement d'archives, 70% de la flotte française est armée à Toulon, ce qui explique ce flux de collecte très important. Donc actuellement, nous vivons effectivement la transition numérique. Donc l'archivage électronique se déploie, notamment grâce à une plateforme d'archivage électronique qui est mise en œuvre par le ministère des Armées, qui s'appelle Archipel, et qui a été ouverte en production cette année. Donc c'est donc tout récent. Et cela va monter en charge à l'avenir et dans les années qui viennent. Une autre mission du service historique de la défense, c'est la conservation. Alors c'est peut-être un peu plus éloigné de vos préoccupations, mais c'est quand même intéressant de le savoir. Le service historique de la défense a une dimension mémorielle très importante, et donc il administre le patrimoine de tradition et la symbolique de défense des unités, de l'ensemble des unités et formations du ministère des Armées. Donc nous administrons la symbolique des régiments fermés ou dissous, des unités dissoutes ou vivantes. Et donc à Toulon, nous gérons environ 6000 objets de patrimoine de tradition. Donc, vous voyez, ça donne un service d'archives assez composite, assez hybride dans ses missions. Et donc c'est tout le patrimoine de tradition qui est déposé sur les navires de guerre de la Marine nationale. Je pense par exemple à la frégate Courbet, qui est une frégate de premier rang, sur laquelle on peut voir dans la coursive principale l'épée funéraire de l'amiral Courbet. On peut y trouver aussi des pièces d'archives et entrer à la généalogie de l'amiral Courbet. On peut y trouver ses distinctions honorifiques. Et ceci relie des unités contemporaines de la marine avec son histoire passée. Donc c'est une fonction aussi extrêmement intéressante. Ici, vous pouvez voir la salle des emblèmes qui est située au château de Vincennes, qui avait été voulu par Napoléon. Et donc cette salle recueille l'ensemble des fanions, des unités, des régiments, des armées fermées de l'armée française. Donc le service historique de la défense à Toulon, une petite vue de la grande corderie royale de Toulon, où nous occupons 3 alvéoles avec près de 40 places, 39 places en salle de lecture. Depuis la jauge Covid, nous avons 30 places de lecture ouvertes au public. Et donc nous sommes ouverts du lundi au jeudi de 9h à 17h. Nous conservons nos archives dans l'arsenal de Toulon. Donc les archives, le fonds des archives de Toulon a été itinérant. Alors il se constitue là, sa grande particularité, c'est que ce fonds se constitue de manière continue depuis Louis XIV. Depuis qu'il y a une correspondance entre le ministre de la Marine, à savoir Louvois, et les intendants des ports que Louis XIV avait installés dans les grands ports de France, cette correspondance, qui a fait l'objet d'une reliure et qui a été conservée à Paris, s'est doublée d'une correspondance dans les ports qui s'est constituée sans interruption jusqu'à nos jours, enjambant l'ensemble des régimes que la France a connus, l'ensemble des régimes politiques. Donc si bien qu'aujourd'hui nous conservons un fonds de 22 km linéaires d'archives, ce qui est tout à fait considérable. C'est le plus important dépôt d'archives de la marine française en volume en France, loin devant les archives centrales de la marine, qui sont en volumétrie moins importante. Mais cette continuité absolument incroyable, donc, du siècle de Louis XIV jusqu'à nos jours, est vraiment l'une des particularités de nos fonds conservés à Toulon. Et c'est une singularité aussi, si l'on compare avec Brest, dont les archives ont été très abîmées par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Et cette bonne conservation des archives de Toulon, on le doit à ma prédécesseuse, qui a eu la lumineuse idée de faire déménager le fonds en 1941 dans l'abbaye du Toronnet, où les archives ont passé la plus grande partie de la Seconde Guerre mondiale à l'abri des regards. Donc, un autre dépôt d'archives dans l'arsenal de Toulon. Donc, nous avons 2 dépôts d'archives. Celui-ci conserve les archives anciennes, celles qui vous intéressent, j'imagine, au premier lieu.
Et ici, la salle de lecture de Vincennes. Donc, nous organisons régulièrement des expositions. Nous tentons de valoriser au mieux ces archives qui nous sont confiées, ce patrimoine national qui nous est confié. Et donc, les archives de la Marine française ont trouvé leur organisation au XIXe siècle. C'est dans la seconde moitié du XIXe siècle que les archivistes ont commencé à réfléchir sur l'organisation des archives de la Marine. Donc il y a eu des ébauches de cadres de classement pour classer au mieux les papiers produits par la Marine depuis l'Ancien Régime. Donc ce cadre de classement, le cadre de classement des archives de la Marine dans les ports de France, s'est cristallisé dans les années 20 avec Charles Brébant, un grand archiviste français, qui a été responsable au début du XXe siècle des archives de la Marine française. Et c'est lui qui a, on va dire, finalisé, en quelque sorte, qui a abouti le cadre de classement des archives de la Marine dans les grands ports de France. Si bien qu'aujourd'hui, il y a une vingtaine de séries majeures, de grandes séries, où sont classées l'ensemble des archives produites par la Marine. Alors il y a certaines séries que vous connaissez peut-être, qui vont intéresser particulièrement les généalogistes. Alors c'est la série dans l'ordre. C'est d'abord, il manque la série A qui n'apparaît pas. La série A, c'est la série, je ne sais pas pourquoi elle a dû glisser du diaporama. La série A, c'est la série qui concerne le commandement de la Marine dans les ports. Alors c'est moins généalogique qu'administratif. Donc on peut y trouver des informations importantes sur des carrières de marins, notamment des officiers généraux. Mais la première série du cadre de classement des archives de la Marine qui est intéressante pour vous, c'est la série C. Ce sont les forces navales, c'est les archives, on va dire, dures, de la vie des bâtiments de guerre armés à Toulon depuis le XVIIIe siècle. Donc la série C, elle s'est beaucoup, elle a beaucoup évolué dans les papiers qu'elle a recueillis. C'est-à-dire qu'entre sa création à la fin du 19e jusqu'à sa clôture, dans les années 80, le service historique de la Défense, notamment de la Marine, est passé tardivement à la série continue, ce qu'on appelle le versement dans la série continue. Donc la série C a été fermée dans les années 80. Donc il y a une très grande disparité de papier, mais c'est une série qui est très abondante en rôle d'équipage. Et ça, j'ai lâché une première typologie, j'ai nommé une première typologie de documents que vous connaissez, qui va être évidemment très importante. Ensuite, c'est la série E, les services administratifs. Là aussi, des collections de rôles d'équipage très importantes. Ensuite, c'est la série O, les institutions de répression et les juridictions militaires. Alors, il y a dans la série O un gisement, un patrimoine archivistique de premier plan. C'est le fonds du bagne de Toulon, sur lequel je reviendrai plus tard. C'est celui des galères royales de Vincennes. Et ensuite, c'est la série P, qui correspond à l'inscription maritime, que j'imagine vous connaissez très bien. Le fonds d'inscription maritime à Toulon est d'une très grande richesse. Il a été conservé dans sa quasi-intégralité, y compris pour d'anciennes colonies françaises, telles que l'Algérie. Et donc le fonds de l'inscription maritime est évidemment un gisement tout à fait exceptionnel dans cette dimension généalogique. Enfin, la série R, que je n'ai pas souligné en rouge, mais qui contient aussi des morceaux de fond, des épaves, qui peuvent intéresser les généalogistes. Je pense notamment au fond du bagne de Nice. On connaît beaucoup le bagne de Toulon, mais au bagne de Nice, et notamment durant la France a hérité des papiers de la période italienne, lorsque Nice était rattaché à l'Italie. Et donc on a hérité d'un certain nombre de dossiers de bagnards liguriens ou sardes. Ce sont des archives très intéressantes qui sont parfois consultées par des spécialistes. Voilà, donc très globalement, les sources généalogiques des fonds marines du service historique de la Défense s'incarnent dans deux typologies de documents. D'une part, les registres matricules et ensuite les rôles. Donc les registres matricules
c'est vraiment l'un des gisements particulièrement abondants dans les archives des ports de France. Donc la matricule, elle s'est mise en place, elle s'est organisée au milieu du XVIIIe siècle. Et à partir de ce moment, l'État, à savoir la couronne, a organisé la matricule des marins. C'est-à-dire que tout marin engagé pour l'État se voyait ouvrir une case matricule dans un registre. Alors, au fil des siècles, au fil des décennies, au fil des régimes, ces registres ont évidemment changé de visage. Alors, il y a des études, il existe des études scientifiques sur le visage de ces registres, sur l'organisation des registres eux-mêmes. Donc, au XIXe siècle, on atteint parfois plus de 10 colonnes où il y a des mines de renseignements avec un luxe de détails absolument inouï. Au XVIIIe siècle, c'est évidemment plus schématique. Et au XXe siècle, on revient à quelque chose de beaucoup plus écaré, également plus schématique. Donc, les registres matricules permettent de suivre la carrière d'un marin. Et ça, c'est vraiment essentiel de le comprendre. La première chose, le premier réflexe à avoir lorsqu'on recherche des informations sur la carrière d'un marin, c'est se poser la question de savoir s'il existe une matricule, une case matricule pour ce marin. Donc pour cela, il faut disposer du nom, du numéro matricule, là, évidemment c'est idéal, et au moins la date d'inscription et le corps d'immatriculation. Alors à Toulon, on instruit plus de 1000 demandes de recherche par an. Et donc beaucoup de nos compatriotes nous écrivent en nous donnant simplement le patronyme, le nom patronymique. Et donc évidemment, on est dans la capacité bien souvent de répondre à des demandes aussi schématiques. Donc on demande des précisions. Donc, très souvent ces compatriotes retrouvent les informations, les envoient, et nous pouvons effectivement retrouver la plupart du temps dans les registres matricules de la série M, puisque les registres matricules sont conservés dans la série M, ils ont été versés dans la série M, qui est la matricule des marins de l'État. Et certaines sous-séries sont plus importantes que d'autres, mais toutes comportent des mines de renseignement. Donc ici, j'ai pris un exemple de case matricule pour 2 marins. Alors ici, il s'agit d'un registre matricule côté 1M1 154, donc qui est extrait de la série 1M1 de la partie matricule des équipages de la flotte. Donc à Toulon, depuis le XVIIIe siècle, il y a ce qu'on appelle le dépôt des équipages de la flotte. Alors c'est le pendant, si vous voulez, des forces navales navigantes. Donc les marins, lorsqu'ils n'étaient pas embarqués, ils pouvaient être au dépôt, soit pour des raisons médicales, soit pour des raisons de transition de carrière, soit pour des raisons de nouvelle affectation. Et le dépôt des équipages de la flotte a été particulièrement important à Toulon. Alors au XIXe siècle, c'était encore un dépôt flottant, c'est-à-dire que c'était un bateau au ponton qui servait de dépôt pour les marins. Au XIXe siècle, vers 1857, on a construit la caserne Montebello dans un style néo-italien, très luxueux, qui est aujourd'hui le commandement de la base navale de Toulon, dans l'arsenal de Toulon, et qui sert aujourd'hui de dépôt des équipages de la flotte. Donc le dépôt des équipages de la flotte a produit des registres matricules qui sont extrêmement précieux et qui sont riches d'un luxe de détails tout à fait renversant, parfois avec des descriptions physiques, bien sûr, avec des informations sociologiques, avec des informations relevant également de l'état civil, évidemment, des informations sur les génitales également. Donc tout ce luxe d'informations qui permet vraiment de mettre en relief, de donner chair, en réalité, à la vie de ces marins,
Et la plupart des marins au dépôt étaient des marins d'équipage, c'est-à-dire des officiers mariniers pour la plupart, ou des matelots. Et donc, effectivement, ils ne trouvaient pas, enfin, leur carrière ne trouvait pas corps dans des dossiers soigneusement conservés en administration centrale. Et donc, c'est évidemment ce qui fait la richesse de ces archives. D'autres cases matricules, alors la vue n'est pas très claire, mais il y a des informations. À certaines époques, on utilisait des cachets, des tampons, pour, voilà. Alors il y a des tampons, par exemple, certificat de bonne conduite, qui donnaient droit à des gratifications pour la pension ou qui relevaient la solde. Il y avait aussi des tampons qui faisaient mention de condamnation ou de mauvaise conduite, et qui, à l'inverse, voilà, permettaient d'amoindrir la solde de ces marins qui, jusqu'à une époque assez tardive, étaient payés à la journée, à la tâche. Donc le service historique de la défense, aujourd'hui, dans l'arsenal, l'un des dépôts est construit à l'emplacement de l'ancien service de la solde, c'est-à-dire ce bâtiment, ce quartier, où les marins venaient toucher leur solde, en espèces sonnantes et trébuchantes, jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à une époque assez tardive. Et donc, les registres matricules, alors, dans les archives de la marine, les archives administratives de la marine, registres matricules, rôle d'équipage, rôle d'armement, rôle de solde, effectivement, toutes ces archives concourent à la paye du marin. Alors, selon les époques, on a des rôles spécifiques qui vont créer. Au XIXe siècle, on va avoir des rôles de solde qui ne vont concerner que la rémunération des marins. Mais selon les époques, voilà, selon l'état de la flotte, selon l'état de la marine, on a pu avoir des documents qui servaient sur ces différents registres. D'où la difficulté, d'où la complexité de ces archives, voilà, qui obéissent à des modes de gestion dont la permanence existe depuis le XVIIIe siècle, mais à chaque fois, à chaque décennie, il y a des cas particuliers, il y a des variantes, il y a de nouveaux formulaires, de nouveaux registres mis en place. Donc les rôles sont évidemment extrêmement importants. Donc registre matricule, c'est pour la matricule administrative des marins. Les registres matricules ont été informatisés par la marine à partir des années 60-70, d'abord mécanographiés et ensuite informatisés. Mais pour une période du XXe siècle qui va des années 20 jusqu'aux années 50, les registres matricules sont toujours utilisés par la marine et ils ont toujours le statut d'archives intermédiaires. Ce ne sont pas encore des archives définitives. Si bien que ces archives sont conservées par une administration de la marine qui est la direction du personnel militaire de la marine, la DPMM, qui a son siège à Tours et qui conserve des archives contemporaines de matricules de marine dans le fort Lamalgue à Tours. Et ça, c'est une unité toujours vivante de la marine nationale. Et donc, nous, au service historique de la défense, nous communiquons toutes les semaines avec le bureau des matricules de la marine au fort Lamalgue, puisque nous avons des archives complémentaires pour les périodes, pour le XXe siècle, pour des périodes contemporaines. Donc les rôles des forces navales et des unités à formation à terre sont les rôles de l'ensemble des navires armés à Tours. Donc leur particularité, c'est qu'il s'agit de registres annuels, et ça c'est une constante. Cela découle d'une autre typologie de documents qui vous intéresse moins, que je n'évoquerai pas aujourd'hui, mais qui sont les journaux de bord et de navigation, qui correspondent évidemment à des campagnes annuelles de ces bâtiments de guerre. Et de ces journaux de bord et de navigation, c'est vraiment, là pour le coup, on est sur la typologie d'archives centrale de la vie du bâtiment, c'est le journal de navigation et le journal de bord. Ça, c'est vraiment central. Après, les rôles sont des archives de gestion administrative.
Donc les rôles d'équipage, ils donnent la photographie pour une année de l'équipage embarqué à bord du navire. Donc ça, c'est tout à fait extraordinaire. À Toulon, nous avons un fonds tout à fait prodigieux. Nous avons l'ensemble des rôles d'équipage, des rôles d'armement et des rôles de solde pour l'ensemble des bâtiments de guerre armés à Toulon depuis la fin du XVIIIe siècle, mais surtout depuis la Restauration. Surtout à partir des années 1820-1830, là on commence à trouver des collections très complètes. Donc c'est tout à fait prodigieux, c'est un fonds qui est très consulté. Ce sont des registres qui sont très lourds à manipuler, pour la plus grande joie des collègues du service. Et dans les ports, pendant très longtemps, on a relié des archives très lourdes, avec des reliures, des cartonnages très épais, reliés de bandeaux de cuir, parce qu'il fallait que ce soit résistant, parce que ces archives étaient itinérantes. Et en temps de guerre, c'était transporté à l'arracheuse. Et donc, ces rôles sont tout à fait, ce sont tout à fait des pièces voilà, essentielles pour qui veut savoir qui était sur ce bâtiment de guerre à telle époque. Et donc les rôles d'équipage sont organisés, par classement hiérarchique. Donc il y a d'abord l'état-major du bâtiment, avec le commandant du bâtiment, son état-major, donc ses officiers supérieurs autour du bâtiment. Plus le bâtiment est important, plus l'état-major l'est également. Et ensuite, il y a les officiers mariniers supérieurs et les officiers mariniers qui sont classés par spécialité. Donc ça, c'est également une constante qui s'est constituée au début du XIXe siècle et qui a perduré jusqu'à nos jours d'ailleurs, puisque les enregistrements informatiques qui sont faits aujourd'hui déclinent de cette organisation de la marine. Donc ces registres, ces rôles, qui sont toujours des registres, la plupart du temps. Alors pour l'Ancien Régime, on peut avoir des rôles d'équipage, des rôles de solde, qui sont des pièces reliées. On en a dans les fonds d'archives privés que nous conservons à Toulon. Nous avons des rôles d'équipage du XVIIIe siècle, qui sont tout à fait intéressants, mais ce sont vraiment des pièces isolées. Pour les archives d'Ancien Régime, il faudra se tourner vers les archives nationales. Car vous n'êtes pas sans savoir que depuis 1899, le ministère, le secrétaire d'État à la guerre, a confié aux archives nationales le fonds marine d'Ancien Régime. Alors ça, effectivement, ça fait l'objet de débats houleux, très passionnés chez les archivistes depuis 1900. Et encore actuellement, on se demande toujours chaque année quand les archives nationales rendront au service historique de la défense le fonds des archives de la marine d'Ancien Régime. Voilà, sujet ô combien sensible, mais ô combien intéressant. Donc effectivement, ça a été le fait d'un politique, c'est le président du Conseil en 1899 qui avait pris la décision, pour des raisons pratiques, parce que l'hôtel de la Marine, place de la Concorde, était plein. Il n'y avait plus de place pour accueillir de nouvelles archives. Donc c'est une décision radicale qui a été prise, puisque l'hôtel de la Marine n'avait plus de place pour accueillir de nouvelles archives. C'est les archives nationales qui avaient récupéré le fonds pour faire de la place à l'hôtel de la Marine. Voilà, une raison très pratico-pratique qui a eu des conséquences assez considérables. Alors, à la nuance près, que les archives nationales ont rendu au service historique de la défense les archives qui vont de la Révolution française à la Restauration. Voilà, il y a une sorte de deal qui s'organise. Et donc, dans les archives d'Ancien Régime aux archives nationales, on trouve des rôles d'équipage et des rôles de solde pour le XVIIIe, de manière vraiment tout à fait exceptionnelle pour le XVIIe, ça n'existait quasiment pas. Et donc, voilà, c'est complémentaire. Sachez que pour le XVIIIe siècle, il faut quand même toujours s'intéresser au fonds marine des archives nationales, qui est communicable donc à l'hôtel de Soubise, enfin, dans le quadrilatère du Marais, au 40. C'est ça, je cherchais au 40, des archives nationales.
Donc voilà, les rôles d'équipage, les rôles de solde, des pièces tout à fait importantes, tout à fait exceptionnelles. Ici quelques exemples. Un rôle d'équipage des années 20, je crois. C'est celui du croiseur cuirassé Ernest Renan. Voilà, il y a des exercices 1922 ici, c'est coté en 2 E7 1980. On a aujourd'hui pour la série E, avec les autres divisions, avec les autres ports de France, on a un tableau Excel qui nous permet, qui est extrêmement pratique, qui sera transformé en un instrument de recherche dans la salle des inventaires virtuels que va développer le service historique de la Défense. Mais pour le moment, c'est un tableau Excel que nous utilisons. Il y a plusieurs dizaines de milliers de rôles qui sont classés dans ces tableaux. C'est un travail qui a été fait dans les années, début des années 2000, 90-2000. Et donc c'est extrêmement pratique puisque ça permet par nom de bâtiments de guerre de retrouver très rapidement l'endroit où sont conservés ces rôles. Parce que selon les époques, la règle voulait que le bâtiment désarmé verse ses archives dans le port de désarmement. À certaines époques, on a fait des regroupements de l'ensemble des archives d'un même bâtiment de guerre dans un port de France. Là, la règle aujourd'hui, c'est que le bâtiment qui désarme, le bâtiment de guerre qui désarme tout le monde, je pense par exemple à un désarmement très récent, qui est le bâtiment de commandement et de ravitaillement VAR, qui a plus de 40 ans d'années de service, qui a été désarmé cette année, a versé ses archives, donc le service historique de la Défense, à tout le monde, puisque ce bâtiment a été désarmé à tout le monde. Encore un exemple de rôle d'équipage. Donc pour des unités ou des formations qui peuvent avoir une action à terre. Alors ici, il s'agit d'une flottille amphibie. Oui, parce que la marine a des troupes de marine, elle a une infanterie de marine, il y a également une artillerie de marine, pour lesquelles les archives sont plus difficilement appréhensibles. Elles existent dans différentes sous-séries. Mais effectivement, quand on se dit je vais rechercher la carrière d'un marin, alors si c'est un fusilier marin, si c'est un marin des troupes de marine, il se peut effectivement que sa case matricule ne soit pas dans les registres auxquels on s'attendrait. Et il se peut qu'on trouve des informations dans des rôles d'équipage qui ne sont pas ceux qu'on attendrait non plus. Donc ici j'ai pris un exemple pour la période de décolonisation de l'Indochine. C'est un rôle d'équipage qui est annuel, et ici on voit qu'il est directement relié au service de la SOC. Alors ici un rôle d'équipage pour une période plus lointaine. C'est un rôle d'équipage d'un vaisseau qui a eu une carrière tout à fait considérable dans la marine française au XIXe siècle. C'est la Provence, qui était un vaisseau de première ligne, un vaisseau de 80 canons, donc tout à fait énorme. Et donc ce bâtiment a eu une carrière de près de plus de 60 ans. Et ici c'est un rôle d'équipage de 1828. Où on trouve effectivement des cases rayées. Alors les cases rayées dans les rôles d'équipage de la marine, c'est mauvais signe. Alors, la case rayée, c'est que le marin est toxique. Et là, en l'occurrence, alors en 1828, la Provence mouillait dans les eaux méditerranéennes, enfin croisait dans les eaux méditerranéennes, puisque la France était engagée en soutien à la Grèce. Et donc, c'est la guerre de Grèce, et la France avait soutenu les Grecs, et donc elle avait envoyé une escadre, et la Provence en faisait partie. Il y a eu des combats assez âpres au large de la Grèce, et la Provence a subi des dommages. Mais elle s'est trouvée victorieuse, et il y a sans doute eu des marins blessés à bord, puisqu'ici on est 6 mois à peu près les combats, et 6 mois après les combats que la Provence a menés. Et donc effectivement, il y a une mention avec une croix qui explique que le marin est décédé, que l'acte de décès a été transmis au bureau militaire au Catou. Donc les rôles d'équipage permettent aussi, pour certains d'entre eux, de retracer les mouvements du navire. Donc ça peut être extrêmement utile aussi dans certains rôles d'équipage. Alors pardon pour la reproduction qui est vraiment très mauvaise. Mais ici, c'est un bâtiment qui a croisé, donc c'est le Tarn,
C'est un bâtiment qui a croisé en Méditerranée orientale, d'abord au Maghreb, puis ensuite en Méditerranée orientale. Et donc on a tous les ports d'escale, toutes les escales de l'année qui sont soigneusement notées, avec les dates d'arrivée et les dates de départ. Donc c'est très intéressant puisque lorsqu'on croise avec les carrières de marins, ça permet d'avoir des informations supplémentaires. Ça peut permettre aussi d'infirmer ou de confirmer certaines informations qui peuvent être incomplètes. Enfin, ça fait partie des enquêtes de généalogie qu'on peut mener dans la marine pour avoir des informations sur la vie de bâtiment. Alors, je ne suis pas exprimé non plus sur toutes les collections d'imprimés auxquelles vous pouvez avoir recours, notamment les annuaires de la marine, qui sont les imprimés depuis la fin de l'Ancien Régime, qui donnent un état nominatif de la marine française. Alors surtout pour les officiers généraux et supérieurs, de manière moindre pour les officiers mariniers, et pour les équipages de manière souvent très absente, très lacunaire. Mais lorsqu'on recherche des marins officiers, c'est évidemment une très grande utilité. Donc l'annuaire de la marine, on en a une collection complète, évidemment, en salle de lecture, accessible à nos lecteurs. On les a fait relier récemment, puisqu'ils étaient en piteux état. Donc c'est des outils qui sont évidemment très importants. Et puis par ailleurs, il y a le dictionnaire que vous connaissez peut-être, donc le dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre française, en 2 volumes, qui a été réalisé par un capitaine de frégate qui est en poste à Bretagne, qu'il a réalisé à partir des fonds des ports de France. Et donc c'est extrêmement précieux, parce que pour chaque bâtiment, on a une carte d'identité schématique avec les différentes escales, les faits de gage, les faits d'armes, etc., etc. Alors, dans certains rôles d'équipage, on a, pour certaines périodes, en temps de guerre, on peut avoir des rôles de disparus. Alors, les rôles des disparus, il y en a un certain nombre pour la Seconde Guerre mondiale, notamment pour le Montcalm, qui est un croiseur de premier rang, qui a combattu en 1940 à Dakar. Et donc là on trouve, je crois que j'ai mis plusieurs cases. Alors là on trouve une case qui correspond à un certain Mollet, dont il est signalé, dont il est précisé que le marin est débarqué. Et puis là on a 2 cases pour l'année 1941. Donc on a une première case, donc c'est un marin qui s'appelait Pi. Et donc, celui-ci est décédé durant 1941, durant le combat du Montcalm au large de Dakar. Et donc, l'état-major administratif du bâtiment de guerre a dessiné une croix rouge sur la case du marin. La case est rayée. Donc, les cases antérieures étaient rayées également. Alors, voilà pour les typologies de documents. Donc ces sources généalogiques, on les trouve également dans d'autres sites du service historique de la Défense. À Vincennes, bien sûr, avec les archives centrales de la marine, et notamment une série qu'on ne peut pas passer sous silence ici lorsqu'on s'intéresse à la généalogie dans la marine nationale. C'est la série CC6, la sous-série CC6, dans la série WC, qui est le personnel. Donc archives centrales de la marine à Vincennes. Donc on conserve l'ensemble des dossiers de personnel, des dossiers individuels des officiers de marine, jusqu'à nos jours. Donc de la fin du XVIIIe, en transition avec le Fonds marine des archives nationales, puis au service historique de la Défense, ces gisements, donc conservés jusqu'à nos jours. Donc c'est extrêmement pratique quand vous travaillez sur un dossier de marine. Vous pouvez, si le dossier est communicable, bien sûr, vous pouvez vous faire communiquer ce dossier de personnel officier. Et les dossiers de personnel officier supérieurs et généraux sont extrêmement bien constitués. Ils sont riches, fournis de renseignements. Sur les époques, c'était effectivement extrêmement détaillé. Actuellement, on rend hommage, notamment à Toulon, au commandant Philippe Taillez, qui a terminé capitaine de vaisseau dans la marine dans les années 80. Ça a été ni plus ni moins que l'un des inventeurs de la plongée sous-marine contemporaine, avec le commandant Cousteau. Et donc,
travaillé sur une exposition qu'on a présentée pour les Journées européennes du patrimoine. On s'est fait communiquer le dossier de Philippe Taillez par Vincennes. Effectivement, c'est très riche, c'est vraiment la source la plus fiable. C'est la source la plus fiable, c'est celle qu'il faut privilégier pour la biographie. Donc la série des dossiers d'officiers de marine. Donc les archives des anciens régimes sont effectivement déposées aux archives nationales, je l'ai dit. Les échelons des ports, alors effectivement, mes homologues dans les grands ports de France conservent les mêmes typologies d'archives, avec évidemment des richesses de fonds plus ou moins variables. On comprendrait bien que entre Lorient et Cherbourg, qui conservent entre 5 et 7 km linéaires d'archives, et Toulon qui en a 22, on n'a pas les mêmes gisements, on n'a pas accès aux mêmes sources. Néanmoins, tous ces sites conservent des sources très riches, qui sont complémentaires les unes des autres. Donc les rôles et contrôles généraux par unité, les journaux de bord, bien sûr, qui sont l'une des pièces essentielles pour la connaissance de la marine. Je vais accélérer parce que je crois que j'ai largement dépassé le temps qui m'était imparti. Très rapidement, sachez que nous conservons également des sources qui concernent la marine marchande, le commerce et la pêche, et ici. Très bien, merci. Donc pour la marine marchande, l'une des sources majeures est l'inscription maritime. Donc l'inscription maritime, donc, elle remonte au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, lorsque l'État s'est donné mission. Là c'était la couronne pour le coup, donc il s'agissait de contrôler, ce n'était pas une volonté, philanthropique de l'État, d'administrer l'ensemble des marins. Il y avait aussi une visée de renseignement qui travaillait sur mer. Et donc l'État s'est donné la mission de réaliser l'inscription maritime de l'ensemble des marins. Donc marins militaires, mais également des marins marchands. Donc, les pêcheurs, à la fin du XVIIIe siècle, qui avaient une patente de pêche dans le port de Toulon, eh bien, ils étaient inscrits maritimes et ils étaient suivis, administrés, gérés par l'État. Donc les archives de l'inscription maritime sont divisées par quartier maritime. Donc de manière très brève, donc les façades maritimes de la France, qui sont exceptionnellement longues et riches, ont été découpées en quartiers. Et donc chaque quartier était administré par un échelon administratif. Et donc l'inscription maritime à Toulon est très riche. C'est plusieurs kilomètres linéaires de registres. C'est tout à fait considérable. Alors, la complexité des archives de l'inscription maritime est légendaire à juste titre, parce qu'il y a une grande variété de documents qu'on peut trouver dans les registres de l'inscription maritime. On trouve des cases matricules, bien sûr, mais on trouve également des rôles d'équipage ou de solde. On peut trouver des rôles de désarmement de bâtiments de la marine marchande. Vous voyez, c'est très variable, c'est parfois très riche, et c'est parfois très sommaire, parfois très acerbe. Donc la particularité de Toulon, c'est qu'au service historique de la Défense, nous avons noué un partenariat avec les archives territoriales de Corse pour déposer les registres de l'inscription maritime de Corse dans les archives départementales de la Corse, depuis plus de 20 ans maintenant. Et puis par ailleurs, nous conservons, et ça c'est une mine tout à fait extraordinaire, nous conservons les archives de l'inscription maritime pour l'Algérie française, donc depuis l'arrivée des Français en Algérie en 1832, jusqu'à une date postérieure au retrait de la France, à la décolonisation de l'Algérie, jusqu'en 1964. Et ce fonds de l'inscription maritime, il est évidemment
évidemment très consulté, il est aussi très convoité, parce qu'il complète, si vous voulez, il donne à imaginer, il donne à voir un état civil qui n'existait pas en Algérie. Et donc il participe de la construction hypothétique post-historique d'un état civil de l'Algérie française. Alors on travaille également avec une association qui fait un travail tout à fait extraordinaire, qui est l'association Algérie, Maroc, Tunisie, que vous connaissez peut-être. Et donc il fait un travail tout à fait louable, voilà, et qui utilise ces archives en particulier, pas seulement, mais en particulier, parce que toutes les archives de l'inscription maritime pour le sud de la France intéressent l'association GALT, et c'est vrai que les archives des quartiers de l'Algérie sont tout à fait exceptionnelles. Donc, une autre source généalogique, très brièvement, concerne les ouvriers des arsenaux. Donc, effectivement, depuis l'Ancien Régime, dans chaque port arsenal de France, et surtout Brest, Rochefort et Toulon, et dans les autres également, on a constitué des livrets d'ouvriers, des dossiers d'ouvriers. Et ces dossiers d'ouvriers, qui ne sont pas évidemment des marins militaires, mais qui sont des ouvriers civils, mais qui étaient administrés par la marine, peuvent se voir conserver un dossier dans la CIG. C'est très lacunaire, mais ça peut être une source intéressante pour qui recherche une personne en lien avec l'histoire industrielle de la marine. Et enfin, un fonds aussi tout à fait exceptionnel, donc qui intéresse des générations et des générations de Français durant 2 siècles. C'est le fonds des Galères royales de Marseille et du Vanuatu. Donc c'est cette institution absolument, absolument déroutante avec nos yeux contemporains, mais qui était évidemment tout à fait essentielle pour la marche à l'époque de l'administration et de la justice royale, puis impériale et républicaine. C'est ce fonds qui se compose de 2 grandes parties. D'abord le fonds des Galères royales. Alors, les Galères royales de Marseille, donc elles ont été, comme vous le savez, instituées sous Louis XIV, qui avait envoyé à Marseille l'un de ses proches, le marquis de Seignelay, qui a eu pour mission, après que Louis XIV soit lui-même entré à cheval de Marseille, et dont il avait fait tomber les remparts, il avait fait tirer le canon, il était devant ses troupes, il avait fait tirer le canon sur les remparts de Marseille. Et donc peu de temps après, il a envoyé le marquis de Seignelay, qui a pris possession, carrément, de tout le vieux port, on va dire, à l'époque, et qui a fait creuser des bassins de radeaux pour y construire des galères. Et là, effectivement, a commencé une nouvelle histoire pour Marseille, et une nouvelle histoire administrative pour le service historique de la défense à Toulon aujourd'hui, avec les archives administratives des galères royales. Les galères royales étaient alimentées par des forçats qui étaient enchaînés, d'abord condamnés évidemment par des juridictions, sur tout le territoire français, et ces forçats étaient envoyés aux galères à Marseille. Et donc, évidemment, c'est le début de l'histoire de cette chaîne que des générations de Français ont vu passer devant chez eux, dans les villages, etc. Et ça terrorisait, l'historiographie est très claire sur ce point, ça terrorisait les gens de voir cette chaîne, et puis ces condamnés qui portaient vraiment le sceau de la justice sur leur visage. Beaucoup mouraient assez peu de temps après leur condamnation. Et donc cette institution a permis effectivement à la marine française de devenir au début du XVIIIe siècle l'une des plus importantes marines d'Europe, avec les marines anglaises et les marines hollandaises. Et après la mort de Louis XIV, sous la Régence, les galères, pour des raisons purement techniques, pour des raisons d'histoire de la navigation, pour des histoires de technique navale, sont devenues moins performantes, moins utiles en réalité. Et donc c'est sous Louis XV que les galères ont
été fermées, abandonnées. Et c'est à cette période qu'on a créé le bagne. Donc la justice a trouvé, c'est perduré en quelque sorte dans l'institution du bagne. Et alors les archives du bagne sont tout à fait exceptionnelles puisqu'elles nous sont parvenues dans leur intégralité. Il n'y a pas eu de perte, donc on a les archives de la Chiourne, on a les archives administratives de la Chaîne, on a les registres matricules des forçats puis des bagnards. Donc c'est un fonds tout à fait extraordinaire, avec des archives tout à fait somptueuses pour l'Ancien Régime. Et c'est vraiment un fonds tout à fait exceptionnel, dont je souhaiterais qu'il soit numérisé. Donc la numérisation de ce fonds fait l'objet de débats chez les archivistes, ou a fait l'objet de débats. Maintenant, il est acquis que ce fonds devrait être numérisé. Parce qu'effectivement, il peut être un peu gênant de se trouver un ancêtre bagnard ou condamné aux galères. Mais effectivement, pour des questions de respect, alors effectivement, là on est loin, on est sur des périodes qui nous éloignent de la réglementation de la loi sur les archives de France de 2008, mais pour des raisons de respect de la vie privée, pour des raisons de respect de l'histoire des familles, effectivement, il avait été ajourné cette numérisation. Alors cela dit, la numérisation du bagne, compte tenu de l'importance de ce fonds, ça nécessite d'avoir un marché, ça nécessite des moyens qu'on n'a pas forcément, puisqu'il y a des priorités qui ne sont pas forcément, qui vont pas forcément en ce sens. Mais il faudrait, ce serait vraiment très important que ce fonds soit numérisé et accessible en ligne, sans limite. Alors dans le fond du bagne, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on trouve aussi, pour certaines périodes, des archives qui ont lieu avec la diplomatie française. Et puis, on trouve des registres de barbaresque pour le XVIIe siècle, ça c'est tout à fait extraordinaire. Les registres de barbaresque, ces bâtiments qui étaient pris par la marine française, qui étaient coulés, mais dont les marins étaient récupérés et enchaînés aux galères ou au bagne plus tard. Et donc on a des registres de barbaresque turcs, par exemple. Et c'est tout à fait aussi des sources tout à fait exceptionnelles pour l'Ancien Régime. Il faudrait vraiment ce fonds soit numérisé. Tout comme le fonds de l'instruction maritime, ça fait partie de mes deux priorités pour le service. C'est numériser effectivement le fonds du bagne, des galères royales de Marseille, le tout des galères royales de Marseille, et puis le fonds de l'inscription maritime, qui a aussi évidemment vocation à être numérisé et mis en ligne. Donc voilà, des registres matricules de forçats. Alors pour le 19e siècle, un bagnard célèbre qu'on cite toujours, dont on conserve la case matricule, c'est Vidocq. Voilà, 2 fois évadé du bagne, qui après sa seconde évasion est devenu une sorte de mythe chez les prisonniers. Et puis il est devenu ensuite chef de la police. On connaît son histoire, donc on a la case matricule, et sur une de ces cases, il est mentionné évadé. Voilà le registre matricule des forçats. Voilà une photographie pour terminer cet exposé sur les principales sources généalogiques conservées par le service historique de la Défense. Il y en a d'autres, après on pourrait évidemment rentrer dans les détails très longtemps. Mais ici, voilà, c'est une photographie, on a des séries iconographiques qui sont aussi très riches. Et ce sont des photographies qui incarnent la réalité de cette marine, qu'on voit vivre dans les registres matricules, dans les rôles d'équipage, dans les rôles d'armement, dans les rôles de solde, et qui s'incarnent de manière tout à fait singulière, dans des photographies qui figent l'armement d'un navire à une époque. Oui, autre source que j'avais prévu de mentionner très rapidement, ce sont les archives de santé de la marine. Et c'est vrai que pour être tout à fait plus complet en tout cas, il faut mentionner ces archives de santé de la marine
qui sont riches à Toulon. Donc c'est la série F, hein, les papiers de santé ont été classés dans une série qui est la série F. Alors à Toulon, on a la chance d'avoir des pièces qui remontent au XVIIe siècle, qui sont tout à fait extraordinaires. On a par exemple le registre d'entrée des malades de l'hôpital maritime Saint-Louis à Saint-André, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc ça, c'est une pièce tout à fait remarquable. Et donc on y trouve donc les noms des marins, leur date d'entrée dans l'hôpital. C'est très schématique, mais voilà. Et donc la pièce la plus ancienne que nous conservons de cet hôpital maritime, c'est 1670. Donc c'est quand même une très haute époque. Et donc les archives de santé sont les archives du Conseil de santé de la Marine, qui est une institution qui présidait les questions de marine, les questions sanitaires pour la Marine. Et puis la Marine avait ses propres infirmeries, ses propres hôpitaux qui ont produit des archives, qui ont été versées récemment à Toulon, au service historique de la Défense, puisque lorsque je suis arrivé, lorsque j'ai pris mes fonctions à Toulon il y a 5 ans, j'avais dans mon panier de provisions le traitement d'un fonds qui était connu, qui se trouvait dans les entrailles de l'ancien hôpital Sainte-Anne à Toulon, donc qui dépendait du service de santé des armées, et qui était ni plus ni moins que les archives techniques de santé de la marine française, donc armée en Méditerranée et au Levant, de 1890 à 1970. Donc un siècle d'archives nominatives, des infirmeries de bord, des infirmeries des bâtiments de guerre et des unités à terre. Et donc j'ai monté une équipe dans le service et pendant 3 ans on a traité ce fonds, à raison environ d'une journée par semaine. Alors, on a sauvé ce fonds, puisqu'il avait été conditionné sur des palettes qui elles-mêmes étaient filmées dans un local fermé, si bien que les palettes s'étaient pour certaines effondrées sur elles-mêmes, réduit à l'état de jus de chaussettes. Et donc on a sorti ce fonds avec le concours du service de santé des armées. Et on a traité et sauvé ce fonds. Le fonds était à l'origine, faisait 600 mètres linéaires. Donc on a sauvé, et puis on a sélectionné, pour être tout à fait exact, 130 mètres linéaires d'archives techniques de santé de la marine. Donc on a gardé tout ce qui concernait les temps de guerre, on a gardé tout ce qui concernait les infirmeries coloniales, des anciennes colonies françaises, et on a conservé toutes les séries complètes qui faisaient vraiment modèle. Et donc on a par exemple tous les registres de l'infirmerie, du cuirassé à la Marseillaise de 1914 à 1918. Donc c'est tout à fait, ce sont des archives médicales, mais évidemment qui sont nominatives, qui en ce sens peuvent avoir une valeur importante. Il y a les archives de temps de guerre, les archives de la FNFL qui sont évidemment tout à fait passionnantes aussi, qui sont des archives inédites pour le coup. Et donc on va publier, on va valoriser l'an prochain avec une journée d'études, etc., etc. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie de votre attention. Merci M. Tribou pour cet exposé où personnellement j'avoue que j'ai appris des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Je suppose qu'il y a des questions. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Ces archives, on peut les consulter en salle de lecture, mais pour la Normande que je suis, ça ne va pas être facile. Est-ce qu'il y a possibilité sur le net? Alors sur le net, pour les archives des ports, je ne vous cacherai pas que c'est quand même très lacunaire pour faire de la litote, mais il y a des sources mises à disposition des lecteurs sur le site du service historique de la Défense. Mais pour les archives des ports, je ne vous cache pas que c'est quand même très lacunaire. Il y a énormément de progrès à faire, je ne vous le cache pas, mais ce sera fait, j'ai envie de dire. Ce sera fait. Alors
par correspondance, tout à fait. Donc sur le site internet du service de la Défense, vous allez trouver l'adresse qui permet de nous contacter dans chaque bord et à Toulon également, bien sûr. Et donc on vous répond. Voilà, on vous répond dès que possible. Non mais je dis ça, mais on a un taux de réponse qui ferait rougir bien d'autres services d'archives. On répond généralement, alors on vous fait un accusé de réception, bien sûr, mais ensuite on vous répond normalement en moins de 30 jours. Et très souvent dans la semaine ou dans la quinzaine. S'il s'agit d'une case, s'il s'agit d'une... Donc la politique interne du service, c'est de ne pas... Voilà, c'est de ne pas communiquer plus de 10 documents par voie électronique, parce que sinon ça ramènerait l'équipe chargée des recherches dans le service trop loin. Donc on essaye d'avoir un niveau maximum de service au public, tout en se gardant une marge de manœuvre pour pouvoir fonctionner, parce que sinon ça serait compliqué. Donc voilà, 10 documents maximum envoyés en ligne, c'est déjà bon. Et sinon, on invite bien sûr à venir, les lecteurs à venir dans notre salle de lecture. Vous savez que l'un des enjeux actuels des services d'archives, c'est effectivement de garder des publics en salle de lecture, de faire vivre ces archives. Alors, il est vrai que le numérique révolutionne nos pratiques, et c'est une excellente chose, mais voilà, je crois aussi qu'il faut peut-être aussi parfois se donner la possibilité d'aller en salle de lecture. Vous avez évoqué tout à l'heure une salle d'inventaire virtuelle en gestation, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Alors, Archipel donc, est en cours de développement. Donc, c'est notre système d'archivage électronique, mais également notre système d'information archivistique. Donc moi-même qui étais conservateur aux archives nationales, j'ai évidemment connu les débuts de la CIV, des archives nationales, etc., qui est un modèle aujourd'hui pour les services d'archives français. Donc au service historique de la Défense, voilà, on ambitionne de faire la même chose. Donc on a dématérialisé nos instruments de recherche depuis 2017. On a mené un énorme travail en interne. Lorsque je suis arrivé à Toulon, mais ça c'est un peu mon expérience personnelle, il n'y avait pas d'inventaire dématérialisé sous un format qui permet de générer des instruments de recherche diffusables, mentionnables sur le web. Donc on a mené ce travail de dématérialisation de nos plusieurs milliers d'instruments de recherche, dont certains n'existaient que sous forme de manuscrits, et sous un exemplaire unique, en 2017. Mais ça, c'est la réalité, je veux dire, c'est le dur des services d'archives. On a affaire, effectivement, à des décennies de réalisation d'inventaire, et puis voilà, les pratiques changent, donc on s'adapte. Et ça y est, on a fait ce travail, c'est fini à tout le monde. Donc on va pouvoir injecter tous nos instruments de recherche dans la salle des inventaires virtuels, Archipel, et donc ce sera accessible sur le site internet du service historique de la Défense. Vous avez cité la série MTB pour la défense des côtes. Est-ce qu'elle comprend la nomination des douaniers? J'en cherche un dans les années 1815. Alors j'ai pas bien compris l'intitulé de la série. MTB Défense des côtes. Alors oui, j'ai diffusé une diapo où on voyait la série B. J'en ai pas parlé, je ne crois pas en avoir parlé. Mais alors effectivement, archives des douaniers, non. Dans la série B, non. Bonjour, je voulais savoir si seul Marseille possédait des galères ou s'il y avait d'autres ports en France qui avaient ce genre d'institution. Alors les galères, non, je crois que c'est la seule. Il me semble que c'est sauf erreur de ma part, il me semble que c'est le seul port où on armait des galères, en tout cas on construisait des galères. Alors peut-être qu'à Rochefort,
Il y a eu peut-être des tentatives, mais les galères étaient armées pour croiser en Méditerranée, essentiellement. À la fin du XVIIe siècle, la marine française ne s'aventurait pas lointainement sur l'Atlantique. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, ce n'est que sous Louis XV, que la marine française s'est étendue sur l'ensemble de la planète, surtout au XIXe siècle. C'est Toulon qui est vraiment le fer de Marseille, pardon, qui est le fer de lance de cette institution des galères. Et les registres de contrôle des bagnards, des matricules des bagnards, des ports, se trouvent vraiment dans les ports et ils ne sont pas aux archives d'outre-mer à Aix-en-Provence. Alors, pour l'institution du bagne, on en trouve ailleurs, bien sûr. Là, je ne parle que des... Alors, le bagne était une institution déclinée. Plusieurs avaient on trouvait un bagne à Brest. Plus tardivement, il y avait un bagne outre-Atlantique. Et donc, à Toulon, on ne conserve que les archives du bagne de Toulon. Okay. Ce qui est déjà considérable. Bonjour, j'aurais voulu savoir, compte tenu de la beauté à la fois de l'écriture et du support papier, qui était chargé d'écrire et comment ça pouvait être conservé à bord des bateaux pour que ça revienne à nous en un tel état de conservation. Alors jusqu'à une organisation administrative plus sophistiquée de la marine vers 1850, il y avait l'institution des officiers de plume. Donc les officiers de plume, à côté des officiers de guerre, comme son nom l'indique, étaient des plumitifs. Et donc, il noircissait les registres, et il faisait noircir ces registres par des aides de camp. Ces officiers disposaient d'un état-major, mais effectivement, les officiers de plume garantissaient l'administration de la marine royale. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Donc, j'ai un ancêtre qui était officier de marine. J'ai fait des recherches et il a un dossier mais à Vincennes. Et à Vincennes, à l'époque, il y a une dizaine d'années, on m'a dit il faut venir à Vincennes, etc. Est-ce que maintenant ces dossiers sont numérisés? Est-ce qu'on peut au moins avoir des copies de ces campagnes? Parce que je sais qu'il est allé en Nouvelle-Calédonie, en Indochine, etc. Alors l'accès à la série double C à Vincennes, est conditionné à des questions de communicabilité, bien sûr, selon la date des dossiers, et puis conditionné à des questions d'accès physique. Et donc ces séries et ces sous-séries ne sont pas numérisées, pas complètement numérisées. Certains dossiers ont pu être numérisés. Donc là, le mieux, le plus sûr est de se mettre en relation avec Vincennes via le site internet. Et donc le département des publics vous répondra sur ce qu'il en est, sur l'accès à telle ou telle pièce. Oui, à Vincennes. Pour un marin ou un officier qui a voyagé aussi bien à la Méditerranée que sur l'Atlantique, est-ce qu'il faut faire des recherches aussi bien à Toulon qu'à Rochefort Est-ce qu'il faut suivre les marins de dépôt en dépôt? Alors oui, c'est possible. Oui, tout à fait. C'est possible, oui, absolument. Oui. On peut trouver, oui, tout à fait, on peut trouver la mention d'un marin dans un rôle d'équipage conservé à Brest et à Toulon et à Rochefort. C'est tout à fait possible. Nous avons des ancêtres qui sont armuriers et qui travaillaient à la manufacture royale d'armes de Charleville. Oui. Et nous n'avons trouvé aucune information concernant ces armuriers, tellement il faut remonter loin. Oui. Et en plus, ils sont originaires de Liège et c'est d'autant plus difficile. Vous avez fait une demande à
Vincennes une demande de recherche. À Vincennes? Oui. Non, pas encore, non. Alors, ce que je vous recommande, alors, pour les armuriers, effectivement, c'est encore voilà, une administration particulière. Mais je vous recommande d'écrire à Vincennes via le site internet du service historique de la Défense et posez-leur la question. Alors pour les artilleurs de marine, pour les munitions de marine, pour le canonnage, effectivement il y a des séries spécifiques dans lesquelles on peut trouver des informations. Mais commencez par Vincennes, qui éventuellement, en fonction des renseignements que vous leur donnerez, pourra voilà, vous orienter vers un site en France. Personnellement, je suis plus intéressée par la Corse, mais la marine non militaire. Marine marchande. Voilà, marine marchande. Vous disiez qu'il y avait un partenariat avec les AD de Corse, les archives départementales. Quand je dis partenariat, c'est tout un peu excessif. On a une convention. D'accord. On a une convention de dépôt, donc des archives de l'inscription maritime, Donc, si de la Corse. Pardon. Oui, je vous en prie. Donc, si je veux retracer la carrière, le parcours de mon grand-père, Il faut aller en Corse. il faut aller en Corse. Là, il n'y a rien à Toulon. D'accord, mais ça ne me dérange pas, hein. Pour un marin marchand, D'accord. sauf si ce marin marchand a été marin militaire, ce qui est parfois le cas, à une certaine période de sa vie, auquel cas, nous, on peut avoir des informations. Parce que... Mais pour l'inscription maritime des quartiers de Corse, oui, c'est déposé en Corse. D'accord. Et comme ça n'est pas numérisé, c'est toujours le... Bon, la Corse, c'est très accessible. Hein, Oui, non, ça je sais. Je vous le précise. Il y a un ferry qui part de Toulon tous les soirs. Mais parce que quand j'ai cherché sa fiche matricule sur les archives départementales, justement, non, il faut aller voir les marins, le service de la marine. C'était en ligne, hein, bon, peut-être que sur place, je peux avoir l'information. Je me renseignerai aux quoi qu'il en archives. soit, vous pouvez passer par nous, et puis on vous répondra, si on fera volontiers la recherche. La généalogie, ça nous permet de faire aussi des vacances studieuses, passer des vacances dans les dépôts d'archives. Vous nous avez parlé des archives de Toulon marin, mais qu'est-ce qu'il en est de l'infanterie? Est-ce que c'est que Vincennes ou il faut aller ailleurs? Non, on a des archives qui concernent l'infanterie marine. Oui, on est toujours marine. L'infanterie de ligne, par contre. Ah oui, alors là, pour le coup, c'est Vincennes. C'est tout Vincennes. Tout à fait. Merci. Effectivement, les ports de France, alors jusqu'à une date très récente, on va dire, ne conservent que des archives marines. Mais alors ça tend à changer et on a été interharmonisé depuis les années 2010. Donc on réalise le contrôle scientifique et technique sur l'ensemble des archives produites par le ministère des Armées pour le quart sud-est de la France. Mais on ne collecte pas l'ensemble de ces archives. Dans une période de transition, à terme, je pense qu'on ira vers notre directrice qui travaille actuellement. Et donc on ira sans doute sur une recomposition des fonds, avec moins de dominante par armée, et peut-être plus de polyvalence dans l'organisation des fonds. Et... Bonsoir, enfin bonjour plutôt. Au niveau de la gendarmerie, les dossiers des gendarmes, c'est pareil, moi je suis corse, donc voilà. Au niveau de la gendarmerie, où est-ce que je peux retrouver la carrière de mon arrière-grand-père qui était gendarme à cheval en Corse? Alors, le premier service à contacter, c'est le service des archives de la gendarmerie nationale, au Blanc. Ah, c'est au Blanc. Mais vous pouvez passer par Vincennes. D'accord, ok. Merci. Le service historique de la Défense, donc à Vincennes, par son site internet, voilà, collecte les demandes de recherche qu'il répartit ensuite sur les différents sites. Et vous pouvez aussi directement vous adresser au Blanc. D'autres questions?
pour les bâtiments, encore une fois, de marine marchande. Donc on peut retrouver leur parcours, les bâtiments. Oui. On peut retrouver le parcours à Toulon, par exemple. Alors pour la marine marchande, parfois, mais pas systématiquement, on peut avoir des archives de gouvernance de ces bateaux dans les registres de l'inscription maritime. Mais ce n'est pas systématique. Donc les archives des bâtiments de la marine marchande, elles sont, je ne dirais pas en grande déshérence, ça serait excessif, mais effectivement la situation est loin d'être saine. Alors il y a une association qui est très importante dans ce domaine, qui est French Lines. Et l'association French Lines conserve des archives définitives, peut vous orienter sur les gisements existants de ces archives produites par les compagnies maritimes, dont certaines sont disparues. Je pense à la compagnie Paquet, les compagnies transatlantiques également, les compagnies d'armement de navires de commerce. Donc French Lines fait ce travail, vous voyez, de cartographie, de balisage des gisements d'archives qui existent. Mais la situation est loin d'être claire en la matière, elle fait débat, elle est connue. Mais dans l'inscription maritime, il peut y avoir effectivement des archives tout à fait intéressantes sur la vie de ces bâtiments de guerre. Ce ne sont pas des bâtiments de guerre, justement. Pardon. Voilà. La langue à fourcher, c'est un bâtiment de commerce. Voilà, mais justement, parce que j'allais venir, c'est sur un bâtiment de commerce. Alors j'allais dire un fait de guerre, puisqu'il a participé au sauvetage de la Mauricienne, par exemple. Donc je voulais savoir si on pouvait retrouver quelque chose chez lui. Alors effectivement, si ce navire de commerce a été réquisitionné, comme c'est le cas durant les temps de guerre, pour servir de navire hôpital ou de transport de troupes, de même de transport de chevaux, comme ça a été le cas pendant longtemps, effectivement, nous on peut avoir des traces de ces bâtiments pour lesquels était ouvert un rôle d'armement, un rôle d'équipage, puisque là pour le coup c'est l'État qui a armé ce bâtiment, réquisitionné. Donc effectivement, la situation est à chaque fois des cas particuliers. C'est ça qui est intéressant aussi. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui, au Havre, dans le port du Havre, il a donc été instauré un bagne de 1798 à 1803. Il était destiné à recevoir les militaires et les marins déserteurs condamnés au fer. Où est-ce qu'on peut trouver la liste des gens qui étaient enfermés dans ce bagne? Au Havre. Alors pour le Havre, je pense qu'il faudrait contacter le service d'archives départemental correspondant, ou alors contacter Cherbourg, mon homologue de Cherbourg, Magali Lachèvre, qui je pense pourra tout à fait vous répondre de manière très précise. D'autres questions? Bien, vous avez rien. Merci à vous. Il nous reste à remercier. Il nous reste à remercier M. Tribou au nom de la fédération, au nom de sa présidente malheureusement absente, et en remerciement et en souvenir de votre intervention, j'ai le plaisir de vous remettre un petit cadeau qui vous permettra de commencer votre généalogie si ce n'est pas déjà fait. Oui, tout à fait. Bien avancé. Merci à vous.
Si vous pouvez rester un tout petit peu, parce que je crois que Jean a des choses à nous dire. Donc on prend dans 2 minutes. J'irai à la plage après. Qu'est-ce qu'il y a des